Voilà, bonsoir à toutes et à tous. En tant que doyen de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter une très cordiale bienvenue à cette rencontre exceptionnelle avec le cinéaste Claude Lelouch. Bien évidemment que la présence de Claude Lelouch à l'Anthropole se justifie avant tout par le fait que nous avons la chance à l'UNIL d'avoir une section de cinéma qui est unique en son genre dans le paysage académique suisse romand. Néanmoins, quand on prend la peine de contempler avec attention la filmographie de Claude Lelouch, ce qui prend un certain temps puisqu'il a signé plus de 50 films, on s'aperçoit assez rapidement qu'il existe des liens entre son œuvre et d'autres disciplines que le cinéma que nous enseignons ici à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Je pense d'abord à des liens étroits entre son œuvre et les études littéraires. Par exemple, des films qui pourraient être basés sur des matériaux littéraires existants, comme son film Les Misérables de 1995, qui est une adaptation très libre du roman de Victor Hugo transposé au XXe siècle, ou encore, et c'est plus original, une représentation chez Lelouch de certains aspects de la vie littéraire, notamment un film que j'aime bien, Roman de gare, qui date de 2007, qui était en sélection officielle à Cannes, et dont le personnage principal, incarné par Fanny Ardant, est une romancière à succès, qui intervient dans une émission littéraire fictive intitulée « Tournez la page », c'est Serge Moati qui l'anime, alors qu'une vingtaine d'années plus tôt, dans le film « Partir, revenir » avec Annie Girardot, 1985, et bien là on commençait le film avec une émission authentique, puisque ça démarrait avec Apostrophe, de Pivot, qui était évidemment l'émission littéraire phare de l'époque, et où là aussi on avait un personnage féminin qui venait présenter un livre dont elle était l'auteur. Donc c'était assez intéressant de voir que chez Lelouch, il y a cette représentation de la création littéraire, avec des personnages qui écrivent des livres, qui les publient, et puis une représentation aussi du monde littéraire et de la médiatisation des livres. Et donc ce rapport assez étonnant entre cinéma et littérature fait partie de son œuvre, et ça nous intéresse évidemment dans une faculté des lettres. Un autre grand pôle de notre faculté qui entre en résonance avec les films de Lelouch, c'est les sciences historiques. Et en tant qu'historien, en tant que professeur d'histoire, ça me tient à cœur. Et c'est vrai que là encore, quand on parcourt la filmographie de Claude Lelouch, on voit à quel point l'histoire occupe une place très importante. Que ce soit l'histoire envisagée dans la longue durée, comme par exemple dans le film La Belle Histoire, qui est sorti en 1992, qui couvre 2000 ans. Donc en termes de longue durée, c'est assez respectable. Pour un film qui est quand même d'une durée de plus de 3 heures, je crois. Je me rappelle, je l'avais vu, j'avais 15 ans à l'époque, il était sorti à l'Eldorado en 1992, l'une des nombreuses salles qui ont été massacrées au début des années 2000 à Lausanne. Ou bien alors l'histoire immédiate, comme dans par exemple L'Aventure, c'est l'Aventure 1972 avec Lino Ventura, où là, vous brossez un portrait à chaud de la période post-mai 68, ce moment charnière qui est saisi sur le vif dans ce film, ou encore des représentations de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est très présent aussi dans son œuvre, sans doute aussi pour des raisons personnelles liées à l'enfance. Et là, un film que j'aime bien dans ce registre, c'est celui qui, avec Jacques Dutronc dans l'un des rôles principaux, Le Bon et les Méchants, qui est sorti en 1976, avec le générique du film, la chanson de Dutronc. J'étais pas encore né, puis je suis né l'année d'après, le recteur n'était pas encore né non plus, mais ça a été un tube en 76. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la chanson, les 3 versions du refrain finalement reflètent la périodisation du film avec l'avant-guerre, la guerre, l'après-guerre, et puis ce regard que le film en sépia porte sur cette période ambiguë, tumultueuse de l'histoire de France. Donc il y a une vraie écriture filmique de l'histoire chez Lelouch. Et puis enfin, la musicologie. Nous sommes en train de développer ici en faculté des lettres un pôle de musicologie, et bien sûr que les liens entre musique et cinéma sont évidents chez Lelouch. La musique, il va en être question tout à l'heure lors des échanges, est un peu le fil conducteur de cette 7e édition des rencontres. Et bien sûr qu'on a tous en tête les mélodies de Francis Lay, qui sont indissociables des films de Lelouch, qui peut-être sont aussi une des clés de leur succès international. L'exemple type, c'est bien sûr Un homme et une femme, 1966, qui a remporté, comme vous le savez, la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film étranger. Et là, les quelques notes de Francis Lay, fredonnées par Pierre Barroux et Nicole Croisy, ont fait le tour du monde en même temps que le film. Et Claude Lelouch a souvent dit dans ses interviews d'ailleurs que pour lui, la musique est une composante fondamentale de ses films, à tel point qu'il a même mis en scène dans un de ses films un compositeur de musique de film. C'était en 69, puisque Belmondo joue un rôle de compositeur de musique de film dans Un homme qui me plaît. Donc,
Si on récapitule études littéraires, sciences historiques, musicologie, décidément, même si nous n'avions pas de section de cinéma à l'Université de Lausanne, nous aurions toutes les raisons d'inviter Claude Lelouch ici en Faculté des Lettres pour une rencontre telle que celle-ci. Mais il se trouve que nous avons bel et bien une section de cinéma à l'UNIL et nous en sommes extrêmement fiers, tant il est vrai que cette section bénéficie d'un rayonnement international. Et c'est précisément un représentant de cette section, le professeur Laurent Le Forestier, qui va à présent prendre la parole. Je vous souhaite une excellente suite de soirée. Bonsoir. Représentant de la section et français, ça joue un rôle parce que mon enfance était bercée par des films de Claude Lelouch, en petit parisien que j'étais à cette époque-là. C'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir ici, Claude Lelouch, au nom de la section d'histoire et esthétique du cinéma et du Centre d'études cinématographiques, qui est, vous l'ignoriez et ça vous manquait, j'en suis certain, en charge de la médiation scientifique et donc partenaire des rencontres du 7e art. Beaucoup de membres de la section vont animer des séances, et notamment ce soir avec Karine et Laure, que je remercie. C'est un immense plaisir qui est lié, puisque je suis aussi un peu historien du cinéma, qui est lié à ce que vous représentez dans l'histoire du cinéma. D'abord, un cinéaste ô combien singulier, je vais y revenir rapidement tout à l'heure, mais aussi un cinéaste indépendant qui s'est donné très tôt les moyens de pouvoir exercer son art comme il l'entend, en créant sa propre société de production, les Films 13, qui est installée dans de magnifiques locaux de l'avenue Hoche, près de l'Étoile, que j'ai eu la chance de fréquenter quand j'étais jeune critique pour les projections de presse. Et que vous, public, allez aussi avoir la chance de découvrir dans quelques minutes, grâce à un petit film de 4 minutes qui a été tourné la semaine dernière dans vos locaux, que vous avez bien voulu accueillir. Donc, film tourné par David Monti et Nadine Richon, du service communication de l'UNIL, que je remercie également. Enfin et surtout, immense plaisir parce que vous êtes, à mes yeux, un cinéaste à la fois exigeant et populaire. Et quand on connaît le cinéma, on sait combien il est difficile de conjoindre ces deux ambitions. Alors, il me semble que non seulement vos films témoignent du fait que vous avez toujours maintenu cette double ambition, mais en plus, ils ont été, et vous avez été, maintes fois récompensés pour cela, justement. Oscar et Palme d'Or pour Un homme et une femme, César pour Les uns et les autres, plusieurs Golden Globes. Je ne vais pas tout énumérer, parce que le public n'est pas venu pour m'entendre, et ça pourrait durer comme ça des heures, on pourrait faire la soirée là-dessus, sur les récompenses, mais pour vous écouter, donc je vais abréger. Cinéaste singulier, disais-je, en tout cas un des rares cinéastes français, donc je peux en témoigner culturellement, dont le public peut identifier très vite les films. C'est pas si courant, en fait. Hein. On parle d'ailleurs communément d'un film à la Lelouch, d'un mouvement de caméra à la Lelouch, d'un hasard à la Lelouch. Si certains connaissent des échecs, des succès, pour vous, c'est donc aller bien au-delà. Vous êtes passé dans le langage courant. J'en veux pour preuve que, venant d'une famille sans diplôme et sans intérêt pour la culture, j'ai connu votre nom avant même que de connaître le cinéma. À la maison, on chabadabadait, si je puis dire, en écoutant Francis Lay, à la suite d'Un homme et une femme. Alors, il est bien sûr toujours présomptueux de spéculer sur les raisons de la popularité et du succès, a fortiori quand on enseigne en faculté des lettres et non en HEC, sans doute que mes collègues seraient plus capables que moi. Néanmoins, il me semble que cela peut tenir notamment au fait que vos films abordent des idées que je dirais volontiers universelles, mais comme l'universalisme tend à avoir mauvaise presse, je vais plutôt dire des idées qui sont susceptibles de nous concerner, voire de nous toucher toutes et tous. Je vais être assez bref, mais je dirais que il me semble que dans un grand nombre de vos films, vous placez vos personnages face à des choix existentiels. Pas ces petits choix quotidiens qui font qu'à chaque seconde, notre existence prend la forme d'un rhizome virtuel, un peu comme dans Smoking No Smoking d'Alain Resnais, votre compère de loin du Vietnam. Mais ces grandes bifurcations qui font basculer les vies dans des directions résolument insoupçonnées. Mais ces choix existentiels dans vos films ne concernent jamais uniquement les individus qui les font. Ils sont assez systématiquement déterminés par le collectif, le groupe social auquel ils appartiennent. Et en retour, ils affectent ce collectif, ce groupe social. Vous êtes un cinéaste de l'interaction, me semble-t-il. Et qui plus est, ce mouvement entre l'individuel et le collectif passe le plus souvent par une acceptation de l'altérité, une découverte et une reconnaissance de l'autre dans toutes ses différences. L'autre individuel autant que l'autre collectif. Je vais prendre juste 2 exemples pour être très bref, hein, j'aurais assez parlé comme ça.
Sam Lyon, dans Itinéraire d'un enfant gâté, décide de disparaître brutalement quand il prend conscience que ses enfants souffrent de la surprésence de son image idéalisée, de trop vouloir lui ressembler, pas assez de différence, hein, en un sens. Sa bifurcation va lui faire connaître un autre groupe social très différent du sien, la famille d'Albert, Hal. Et Hal, qui lui-même, accepté par la famille de Sam, permettra aussi à celle-ci de se détacher du désir de trop ressembler au modèle. On pourrait aussi évoquer un plus une, le personnage d'Antoine, initialement amoureux d'une femme qui lui ressemble tellement qu'il en vient à dire que lorsqu'il est avec elle, il a l'impression d'être seul avec lui-même, ce qui est quand même assez étrange comme compliment. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un compliment. Personnage qui rencontre une autre femme, Anna, si différente de lui que lors du la première rencontre, dîner de l'ambassade, il se moque ouvertement d'elle plusieurs fois, mais c'est cette femme qui va faire bifurquer sa vie, notamment lorsque la découverte de la culture indienne, donc altérité, va lui faire prendre conscience du bien fondé de la spiritualité qui anime Anna. Donc je pourrais multiplier les exemples, mais encore une fois, vous n'êtes pas venu pour m'entendre, mais plutôt pour écouter Claude Lelouch. Donc je vais juste terminer en disant que il me semble que c'est aussi dans cette perspective qu'on peut apprécier l'un des aspects constitutifs du style Lelouch, dont vous le maîtrisez à merveille. Je veux parler bien sûr de l'improvisation. Car demander aux comédiens d'improviser, c'est leur demander d'être à l'écoute de l'autre, de construire des interactions. C'est leur demander d'accepter l'altérité du partenaire de jeu. C'est donc les placer dans une position très comparable à celle de leur rôle. Il me semble, pour conclure, qu'à une époque où nous nous trouvons face à de grands défis, mais où nous peinons à percevoir les effets de nos choix individuels sur les orientations macrosociales qui se présentent à nous, où l'isolement individuel tend à prendre plus d'importance que les interactions réelles, physiques, matérielles, où malheureusement, comme ne cesse de nous le rappeler l'actualité, nous acceptons de moins en moins l'altérité, vos films ont encore beaucoup à nous dire, et vous, surtout, avez beaucoup à nous dire. C'est pourquoi je me réjouis, comme tout le monde ici, de vous entendre, et vous remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Moi, je pense qu'un film doit être avant tout une récréation. Moi, tout ce que j'ai appris dans ma vie, je l'ai appris dans la cour de récré. J'ai pas le sentiment d'avoir inventé quoi que ce soit. Y a pas de... Dans mes films, il n'y a pas de super héros ni de super salaud. Ça existe que dans les films américains. Il y a des hommes et des femmes qui ont les qualités de leurs défauts. Voilà, ça c'est notre salle de réunion. Voilà, avec toutes les caméras que j'ai. Avec celle-là, j'ai tourné Un homme et une femme. Voilà, avec celle-là, j'ai tourné La bonne année. J'ai gardé toutes mes caméras. Voilà. J'ai grandi pendant la guerre. Allons-y, on va descendre en bas. Ma mère me cachait dans les salles de cinéma sous l'occupation. C'était un des rares endroits où on n'arrêtait pas encore les gens. Non, j'ai vécu au milieu d'un monde contradictoire. Et j'accepte la vie, j'aime la vie avec toutes ces contradictions. Bon, j'ai beaucoup de respect pour les gens intelligents, mais j'ai une petite préférence pour les cons quand même. Ils sont plus photogéniques, ils sont plus amusants. C'est avec eux qu'on fait des grandes comédies et qu'on fait des cartons. Alors ça, c'est un bureau souvenir. Voilà, on entasse ici les bons souvenirs, les photos, enfin voilà, ça c'est le... Alors ça, c'est le bureau pour les affaires. Et celui-là, c'est pour écrire. Voilà. J'ai 86 ans. Et pendant 86 ans, j'ai changé d'avis tout le temps. Je me suis adapté constamment en essayant d'être au plus proche des parfums de vérité. La vérité, personne ne la détient. Personne. Les parfums de vérité, j'y crois. Si vous voulez, j'ai essayé de faire un cinéma qui repose sur la spontanéité. La spontanéité, c'est un mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Et j'ai demandé à tous mes acteurs d'être spontanés. C'est ça qui m'a passionné. Là, on va descendre aux salles de projection et au restaurant, et les salles de montage qui sont en bas. Voilà, alors ça c'est le bar-restaurant où on a accueilli les plus grands metteurs en scène du monde. Ils sont tous venus ici, de Chaplin à Kubrick, Woody Allen, Milos Forman.
Et en bas, il y a les 2 salles de projection où les mêmes metteurs en scène sont venus présenter leurs films. Voilà, il y a 1000 mètres carrés où on fait que du cinéma et où j'ai fait la plupart de mes films. On ne dirige pas un acteur. On ne dirige pas les grands acteurs. On les dose. L'art de la mise en scène, c'est l'art de la mise en vie. La vie, c'est en cela qu'elle est passionnante et géniale, c'est qu'elle est pleine de surprises. La seule certitude à laquelle je suis arrivé à l'âge que j'ai, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours un petit peu plus ou un petit peu moins. Quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur. Quand c'est un petit peu moins, c'est le début des emmerdes. Voilà. Je suis un cinéaste amateur. Et je revendique. C'est pour moi un compliment. Les professionnels de la profession, ils répondent à des règles. Moi, j'en ai pas de règles. Le cinéma n'a pas de règles. C'est un art libre. Nous sommes tous des cinéastes. Aujourd'hui, il y a 8 milliards de gens sur cette terre qui filment. Et comme le cinéma filme le présent, j'ai essayé de déguster le présent toute ma vie. J'ai compris, je pense avoir été un homme heureux. Et je suis un homme heureux. Vous avez en face de vous un homme heureux, je le revendique, tout simplement parce que j'ai su déguster le présent. Alors, bonjour à tout le monde, merci beaucoup d'être venu en nombre ce soir. Merci évidemment à Claude Lelouch de bien vouloir parler un moment avec nous. Est-ce que déjà vous voulez peut-être commenter, rebondir un peu sur le film que vous venez de voir? Écoutez, non, vous savez, comme j'ai essayé de l'expliquer à travers mes 51 films, j'aime la vie, avec toutes ses contradictions, et j'ai essayé à travers mes films de la faire aimer à un maximum de gens. Voilà. J'aime la vie parce que c'est le plus grand scénariste du monde. Et donc je travaille avec ce scénariste. J'aime la vie parce que c'est le plus grand dialoguiste du monde. Et donc ce scénariste, qui est de temps en temps très cruel, m'a permis de rencontrer le cinéma. Voilà, donc si vous voulez, j'ai eu la chance très jeune, dès ma plus tendre enfance, de tomber amoureux du cinéma et de la vie. Et pour moi, c'est le couple idéal. C'est le couple idéal puisque le cinéma est la personne qui filme le mieux la vie. Je veux dire, c'est un média extraordinaire, voilà. Et donc, cette vie qui est d'une contradiction absolument incroyable, mais dont je me suis jamais lassé. Tous les matins, je me lève très tôt pour ne pas rater le début du film, et je me couche très tard pour voir le générique de fin. Et donc, si vous voulez, je dors très peu. Je dors très peu parce que je suis amoureux de la vie et je veux rien rater. En plus, je suis né avant la guerre, donc j'ai connu la guerre, l'après-guerre. J'ai connu une époque où les gens pleuraient. Aujourd'hui, je pense qu'ils pleurnichent un peu. J'ai connu une époque où les gens riaient et maintenant ils ricanent. Voilà. Et on est arrivé à une époque fantastique. L'époque que nous vivons est fantastique. Elle est fantastique, c'est peut-être la plus belle de toutes celles qu'on ait pu vivre parce que on a tous les outils aujourd'hui pour faire un monde nouveau. Tous les outils pour faire un monde nouveau. Et avec ces mêmes outils, on peut précipiter la fin du monde. Voilà. Je viens de faire un film qui s'appelle Finalement. Parce que comme c'est mes derniers films, donc je l'appelle Finalement. Et dans ce film, j'ai essayé de faire le portrait du monde d'aujourd'hui, où tout est possible. Tout est possible. Ce que je viens de vous dire, je le ressens profondément. Voilà, donc si vous voulez, comme je le disais dans le petit film, le cinéma est un art naturel. Nous sommes tous des cinéastes, tous. Il y a 8 milliards de gens qui filment aujourd'hui avec leur portable. Nos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Vous êtes en train de me filmer, je suis en train de vous filmer. Vos oreilles, c'est les plus beaux micros du monde. Et votre mémoire, c'est la plus belle salle de montage du monde.
c'est ce qui reste quand vous avez tout coupé, tout oublié. Là, je suis en train de parler avec vous. Qu'est-ce que vous allez garder ce soir au montage? Alors, vous allez parler avec un copain, on l'a croisé le loup cet après-midi, et vous n'allez pas raconter tout ce que je suis en train de raconter. Mais il y aura une phrase ou deux que vous aurez gardé dans votre montage personnel. Ça s'appelle la mémoire. Voilà. Et donc, le cinéma est un art naturel. On est tous cinéastes. Moi, je viens du cinéma d'amateur. Tout est possible au cinéma. Il n'y a pas de règles. Et c'est ça que j'aime. C'est que le cinéma m'a rapproché, m'a fait comprendre la force de la liberté. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire, pour complémenter ce petit film. Merci beaucoup. Merci. Quelques précisions sur cette rencontre. Il y a d'abord ce moment de discussion et là encore merci beaucoup Claude Lelouch d'avoir accepté de discuter à partir d'extraits de films que vous n'avez pas forcément revus et que vous aimez les surprises, vous me l'avez confié tout à l'heure, mais l'exercice n'est pas forcément évident. Donc on va procéder comme ça à partir d'extraits qui sont des extraits assez statiques au niveau du cadrage. Le style Lelouch au niveau des mouvements de caméra n'est peut-être pas le plus visible dans le choix d'extraits ici. Mais ça va permettre, je pense, d'aborder la question du récit, du scénario, et aussi celle très très importante de la direction de vos acteurs et de vos actrices, et de l'improvisation. Et ensuite, on passera la parole au public pour d'autres questions. Vous aurez la possibilité d'en poser. Et puis finalement, il y a un apéritif qui sera offert juste en face de la salle, en fin de discussion. On y va, on propose de partir directement sur un extrait justement et qui va permettre d'aborder la question du récit, peut-être un petit peu plus strictement celle du scénario aussi. C'est souvent des extraits assez courts, hein, de 2 minutes et demie à peu près, et cet extrait est tiré de Tout ça pour ça, 1993. C'est le début du film. Donc on va directement entrer dans la séquence d'ouverture de ce film. Et juste pour rappeler très rapidement ce début de récit, on va être face à 3 personnages masculins. Le public reconnaîtra sans doute les acteurs, je ne le précise pas, qui se trouvent, eux, dans une situation bien embarrassante. Ils attendent d'être jugés au tribunal. Et ils se trouvent interrogés par leur avocate, qui est interprétée aussi par une actrice connue, évidemment. Et on arrive vraiment in medias res, directement, de plein fouet, dans le récit. Donc c'est un peu voilà, ce premier extrait qui va nous permettre d'aborder des questions en lien avec le récit et la narration. Vous voulez bien me redire rapidement vos noms, que je sache bien qui est qui, parce que là, Moi, je m'appelle Lino. Lino. Et votre nom de famille? Marie. Lino Marie. Lino Marie. Grandin. Jacques. Grandin. Jacques Grandin. Henri Poncet. Henri Poncet. Bon. Attendez, lequel a perdu sa femme? Ouais. Et vous avez tous les 3 perdu votre femme? Oui. Attendez, il y en a une dont la femme a disparu définitivement. Une qui est morte, c'est laquelle de vous 3? C'est la mienne. C'est la vôtre. Donc c'est elle qui s'appelle Esmeralda. Non, Esmeralda, c'est ma femme. Enfin... Non, Esmeralda, donc c'est votre femme. Elle est disparue aussi? Ah non, enfin, non, elle m'a quitté, mais elle n'a pas disparu. Et c'est pour ça que c'est vous qui avez avalé le shampoing, alors? Vous avez avalé le shampoing parce que votre femme était... Non, ça c'est moi le shampoing. Excusez-moi. Alors lequel est coiffeur? C'est vous qui êtes coiffeur? Oui. Hein? Et quand vous avez avalé le shampoing, c'était pour vous suicider, c'est ça? Oui, j'en ai pas avalé suffisamment. Attendez-vous, c'est le shampoing au cas de la plage. Excusez-moi, mais là, moi aussi, je rentre de vacances, je suis désolée. J'ai un tout petit peu mal à situer, et puis donc vous êtes 3. Et vous, alors, pourquoi vous êtes suicidé? Je me suis pas suicidé, moi. Alors, je comprends pas, vous êtes pas suicidé? Non, moi j'ai... Alors, lequel s'est suicidé? Lequel se sont Nous deux, on suicidés? s'est suicidés, nous deux. Vous, tous les deux? Ouais. Alors, vous n'êtes pas suicidé? Bon, c'est pas mal, hein, le suicide, c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, c'est bien. Et vous, alors, vous n'êtes pas suicidé? Bon, tant pis. Votre fabrique de faux billets, elle était où exactement? Comment, votre fabrique? Vous n'avez pas une fabrique de faux billets?
Je leur ai expliqué, mais on n'a jamais fabriqué de faux billets. Hein. Ok. On a fait des faux avec des vrais. Voilà. C'est ça. Voilà. Des faux avec des vrais. Oui, On fait des faux avec des vrais. voilà. On a fait croire que c'était des faux alors En que c'était général, des on fait des vrais avec des faux. Mais c'était ça ce qui nous a plu. C'est là où tout le monde s'est trompé. Voilà. Et on ne peut pas échapper à l'association de malfaiteurs, hein, c'est le mot. Ok. Donc, votre suicide, c'est à cause de votre femme, hein, c'est pas parce que vous avez perdu au jeu. Ça n'a rien à voir. C'est les deux. Non, bah, on va dire que c'est à cause de votre femme, on est d'accord. D'accord. C'est vraiment mieux que ce soit à cause de votre femme, hein. D'accord. Hein, on est d'accord, vous ne seriez jamais suicidé si vous n'aviez que perdu au jeu. Si, non. Non. Non, non. Non. Hein? Non, non. J'ai compris. Bon, alors justement, ce qui est bien de votre affaire, c'est que ce soit complètement une affaire de femme. 3 fois, triplement une affaire de femme. Ça, c'est bien, ça m'intéresse, ça, c'est bien. Donc voilà une entrée dans le récit assez complexe qui enclenchera ensuite un flashback. On va comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là. Et cette ouverture ouvre plusieurs pistes narratives. Le public est peut-être autant dérouté que l'avocate face à ce qui est en train de se dire ici. Et on retrouve assez souvent dans vos films ces entrées dans la fiction qui ne prennent pas forcément par la main les spectateurs et les spectatrices. Est-ce que c'est chez vous une envie de dérouter un peu les attentes spectatoriales? Est-ce que vous avez pensé vraiment surprendre comme ça votre public? C'est très compliqué parce que, si vous voulez, il y a 2 façons d'aller au cinéma. Soit on est spectateur, soit on rentre dans l'écran et on devient acteur. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. J'adore transformer les spectateurs en acteurs. J'adore qu'à un moment donné, les gens se disent dans la salle, non, je ne suis pas au spectacle, et puis d'un seul coup, ils aient envie de participer à l'action, d'être dans le film, de vivre le film. Voilà. Et donc, évidemment, la vie, c'est un peu comme dans la vie. Le nombre de questions qu'on se pose, le nombre de confusions, voilà. Tout ça, j'adore. C'est ce que je disais tout à l'heure, les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Et là, évidemment, j'ai très envie d'attirer l'attention des spectateurs, parce que au lieu de simplifier les choses, on les complique. Voilà. Et donc, ce que j'aime, c'est quand un film, évidemment, donne les réponses à toutes les questions qu'on soulève. Voilà. Donc, et puis, j'ai envie qu'un film soit une cour de récréation. Moi, j'ai tout appris dans la cour de récréation. J'ai plus appris dans la cour de récré que dans les salles de classe. Parce que dans la cour de récréation, il n'y a pas de censure. Et puis, on change de genre tout le temps. Et puis, on est dans la spontanéité. On reçoit des informations, on veut séduire, on se bagarre. Voilà. Donc, si vous voulez, la cour de récréation a été ma plus grande université. J'étais premier en cour de récréation et dernier en classe. Mais quand vous vous êtes défoulé dans la cour de récréation, vous êtes libre et vous commencez à écouter les profs. Moi, j'ai besoin de la cour de récréation. Et j'ai envie que mes films soient avant tout des cours de récréation. Je pense que c'est le commandement numéro 1 de ceux qui veulent faire ce métier. D'abord être une cour de récré. Et puis, après, on peut, de temps en temps, balancer quelques messages et quelques débuts de certitude, puisqu'on n'en a pas de certitude. Vous voyez, la vie nous explique en permanence que tout est possible. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vie? C'est un film d'Hitchcock. C'est un suspense. On parle d'improvisation dans mes films, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On improvise. Moi, je réponds à vos questions. Je n'ai pas lu le texte. Je ne l'ai pas appris. Je ne savais pas que vous aviez passé cette séquence. L'improvisation, c'est la vie. Vous allez à un rendez-vous amoureux et vous dites, bon alors, qu'est-ce que c'est que le scénario? Bon, je vais lui dire ci, ça, je vais lui... Et puis, si tout se passe bien, je la demande en mariage. Voilà, ça c'est votre scénario. Vous voyez? Bon. Et donc, moi aussi, j'ai des scénarios, j'écris mes histoires. Mais la vie est plus forte. Donc, vous arrivez à ce rendez-vous, d'abord, elle a une demi-heure de retard, elle est de mauvaise humeur, on lui présente le menu, rien ne lui plaît, vous n'avez plus envie de la demander en mariage. Vous voyez? Et donc, la vie modifie. La vie est le plus grand scénariste du monde. Quand je commence un film, j'essaye de cacher à mes acteurs un certain nombre d'événements.
Mais comme la vie me cache des tas de choses, je ne connais pas la date de ma mort. Si je connaissais la date de ma mort, peut-être je ne serais pas venu à Lausanne. Imaginez qu'on me dise que c'est demain ou après-demain, j'aurais peut-être autre chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut jouer avec la vie tout le temps. Et je joue avec elle tout le temps. Je sais qu'elle est plus forte que moi. Elle est plus forte que moi. D'abord parce c'est elle qui va me dire à un moment donné stop ou encore. Voilà. Et donc, quand Anouk Aimée descend sur le quai de la gare à la fin d'Un homme et une femme, elle ne sait pas que Jean-Louis Trintignant va l'attendre. Si elle avait lu le scénario, elle aurait joué différemment. Elle aurait joué l'étonnement d'une femme. Là, non. Là, elle est scotchée. Quand Annie Girardot, à la fin d'Un homme qui me plaît, attend de savoir si Belmondo va descendre ou pas de l'avion, elle ne le sait pas. Voilà. Donc, si vous voulez, j'essaye de faire mes films un peu comme la vie s'amuse avec moi. Alors évidemment, c'est très bien un scénario, très bien écrit, grands auteurs, tout ça, on apprend ça par cœur, on fait semblant. Ça a fait des chefs-d'œuvre, hein. Ça a fait des chefs-d'œuvre, mais c'est pas mon cinéma. Moi, j'ai besoin de vérité. J'ai besoin de ces parfums de vérité, de ces moments qui fait qu'à un moment donné, on ne triche pas. La vie est un jeu fantastique. C'est le plus beau de tous les jeux. Et le problème de tous les jeux, c'est les tricheurs. Et en même temps, qui sont les mecs les plus sympas? C'est les tricheurs. Vous voyez, c'est eux qui sont très photogéniques. Donc j'essaie de tenir compte de tout ça. Et je fais mes films un peu... Moi, je découvre mes films quand ils sont finis. Parce que pendant le tournage, chaque acteur me donne des idées. Les acteurs sont... Moi, j'adore les acteurs. J'ai une passion pour eux. Ce sont des enfants. J'adore m'amuser avec eux. Et quand ils s'emparent de mon histoire, ils vont plus loin que moi. Et quand ils vont plus loin que moi, je les suis. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on écrit, on est dans les clichés. Quand on fait un casting, on est dans le bankable. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai pu faire 51 films. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la force du oui sur le non. À chaque fois que j'ai dit oui, j'ai plus été récompensé. Quand j'ai dit oui, je viens à Lausanne, regardez, je suis récompensé. Vous voyez, des gens qui sourient, qui ont l'air contents. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois au oui plus qu'au non. Cela dit, le non peut aussi rendre de grands services. Mais j'ai plus été récompensé en disant oui. Voilà. Et donc, je travaille là-dessus et puis j'essaie d'être positif. J'essaie d'être positif parce que l'observation... Moi, mes films sont rien d'autre que des films d'observation. Évidemment que j'ai été inspiré à un moment donné par la littérature, Les Misérables, Victor Hugo, mais je suis surtout obsédé par mes observations. Je veux dire que mes films sont le résultat de cette curiosité. En fait, je suis une concierge, tout m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis une concierge de luxe, voilà, mais c'est vrai qu'une concierge, elle sait absolument tout ce qui se passe dans l'immeuble, tout, à la cave jusqu'au dernier. Elle sait que le mec du premier est jaloux du mec du sixième, mais le mec du sixième est fou furieux quand l'ascenseur est en panne, vous voyez? Et c'est ça la vie. La vie, c'est un truc en mouvement. Il n'y a rien de figé. Et le cinéma, il filme le mouvement. Vous voyez, je veux dire, donc, j'ai jamais fait de politique, parce que je change trop souvent d'idée. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il fallait être de gauche pour avoir les bonnes critiques. Voilà. Mais moi, j'ai jamais été un homme de gauche, j'ai toujours été un homme du milieu. On marche sur un fil. Et donc, pour marcher sur ce fil, il faut trouver l'équilibre. Et l'équilibre, on le trouve que dans le juste milieu. Moi, quand je tourne un film, je suis au milieu de mon équipe. Je ne suis pas plus avec la star qui coûte plusieurs millions d'euros que le machinot qui est au SMIC. Je suis au milieu. Et au milieu, on a toutes les réponses. Enfin, toutes les réponses qui me permettent d'être heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je n'ai aucune certitude sur rien. Sur rien, parce que la vie ne vous laisse pas la possibilité d'avoir des certitudes. Et c'est pour ça qu'elle est fantastique. C'est quand vous allez au cinéma, si vous connaissez la fin de l'histoire, très souvent, au début du film, on se dit « je sais comment ça va se finir ». C'est fini, le film est foutu. Il ne faut surtout pas qu'on casse... Moi, je ne veux pas connaître la fin du film. Vous voyez? Surtout pas. Mais alors, concrètement, à vous entendre, on dirait que vous arrivez sur un tournage et que le scénario n'est pas totalement
n'est pas complètement inabouti? Est-ce qu'il est tout le temps perpétuel changement? Je l'écris comme si c'était pas moi qui allais tourner le film. Donc je l'écris en essayant de mettre le... Mais le tournage est tellement plus rigolo. Il a tellement plus d'imagination. D'un seul coup, vous avez le soleil qui rentre là au lieu de rentrer là. D'un seul coup, vous avez un acteur qui est de mauvaise humeur, il faut s'en servir. Vous avez un autre qui est de bonne humeur, il faut s'en servir. D'un seul coup, moi, j'adore le matin, je joue avec la bonne humeur et la mauvaise humeur, qui est très photogénique. Les deux sont très photogéniques. Moi, j'ai des espions, c'est les maquilleurs et les coiffeurs qui me disent aujourd'hui, elle est de mauvais poil, puisqu'ils arrivent d'abord au maquillage coiffure. Moi, je les vois après, vous voyez. Et donc, les maquilleurs me disent aujourd'hui, tu peux faire d'elle ce que tu veux, tu vois, elle est en pleine forme. Oh merde, cette nuit, elle a raté son crew. Ça a dû être une catastrophe. Pas prendre avec des pincettes. Et cette bonne humeur et cette mauvaise humeur vont être très utiles. De la même façon que vous allez voir quelqu'un à un rendez-vous, et si vous allez le voir le bonjour, il va vous dire oui. Vous allez le voir un jour, il ne vous écoute pas parce qu'il a des emmerdes, et votre affaire passe à côté. Donc on est... je suis constamment vigilant et sur un plateau plus qu'ailleurs. Et je vois mes acteurs, je vois s'ils aiment leur personnage, je vois s'ils aiment l'histoire. Et donc tout ce qu'ils aiment, je développe. Quand j'engage des comédiens pour un film, je ne sais pas qui va avoir le rôle principal. C'est à eux de le gagner. Parce que ceux qui sont un peu meilleurs, j'ai envie de les tourner un peu plus. Puis ceux qui sont moins bien, je réduis un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est ce cinéma-là que j'essaye de faire et que je pratique. Et quand je tourne cette scène qu'on vient de voir, ce jour-là, ils étaient tous de bonne humeur, voilà, et ils n'avaient rien compris au scénario. Voilà. Et donc, je me suis servi de ça. Vous voyez, je me dis, l'autre, il me disait, mais Vincent Valindon qui veut tout savoir, me posait des questions. L'autre, écoutez les gars, bougez pas, on lance, on a tourné à 2 caméras, et je soufflais le texte pendant les prises. Vous voyez? Et ils découvraient le scénario, je leur soufflais le texte. Alors évidemment, après, on coupe ma voix. Vous voyez? Mais si on voyait cette scène avec ma voix, et leur étonnement vient du fait qu'ils n'ont pas lu le scénario. S'ils avaient lu le scénario, ils auraient été d'une précision qui fait que la scène n'aurait pas eu ce charme. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous avez lu notre scénario parce que vous avez répondu en gros à tout ce qu'on avait prévu de vous... Exactement, voyez, on a gagné du temps. Vous voyez, c'est ça la vie. Voilà, on avait tout écrit, on ne vous l'avait pas envoyé et vous avez répondu à tout, les caméras, l'improvisation, les acteurs, mais on continue quand même. Alors, le prochain film dont on voulait parler, c'est Homme-Femme Mode d'Emploi, un film de 1996. Et juste pour contextualiser la séquence qu'on va voir, donc il s'agit d'une séquence où Benoît Blanc, interprété par Bernard Tapie, et Fabio Lini, interprété par Fabrice Lucchini, se rendent à Lourdes, je vois qu'il y a des gens qui sourient, donc beaucoup de gens l'ont vu, se rendent à Lourdes dans l'espoir d'un miracle puisque l'un croit qu'il est malade, donc c'est Bernard Tapie alors qu'il est sain, et l'autre qui est vraiment malade, Fabrice Lucchini, croit qu'il est sain, donc les choses sont inversées en raison d'un mensonge d'une femme médecin qui règle ses comptes amoureux de cette façon avec des faux diagnostics. Alors, dans cette séquence qui est vraiment savoureuse comme la précédente, d'abord, il y a des thèmes qui reviennent souvent dans vos films, puisque avec Laure, on a eu la chance d'en voir plein ces dernières semaines, donc on a pu voir tous ces thèmes récurrents. Et il y a celui du mensonge, du vrai, du faux, mais maintenant, tout ce que vous avez dit, on comprend mieux qui fait quoi sur le tournage. Donc le mensonge, faire du faux avec du vrai, des faux billets, et puis ici, la maladie. Et donc, un des thèmes, et puis il y a le voyage. Il y a énormément de scènes, pour ceux qui connaissent bien le cinéma de Claude Lelouch, dans les moyens de transport. Ici, on est dans un hélicoptère, il y en a dans le cockpit d'un avion, des voitures. Voilà, ça c'est une des particularités. Le voyage, mais plus précisément le pèlerinage, puisque là, ils vont à Lourdes, et dans 1+1, qu'on montrera aussi, ils vont voir Ama,
hein, je sais pas comment, c'est cette figure comme ça qui donne de l'amour. Et voilà, on retrouve ça, hein, d'aller avec des espoirs qui sont comblés ou pas. Donc voilà, juste pour avoir ça à l'esprit. Et puis peut-être juste une chose, dans cette séquence, il y a l'évocation de la maladie, il y a l'évocation d'une mort éventuelle. Et c'est vrai que dans vos films, c'est des choses qu'on retrouve souvent, la mort, la maladie, la disparition, et c'est jamais une fin. C'est souvent le début, soit le début d'un récit, là on parle de la perte d'une femme, d'un suicide, d'une disparition. Et ça, c'est aussi une particularité de votre cinéma, c'est que la mort, ça peut être le début. Et Homme-Femme, Mode d'Emploi commence dans un cimetière. Et voilà. Donc on va voir cette séquence et on en parle après. Vous dites ça parce que vous êtes malade. Je vais vous faire une confidence. Cette maladie m'a permis de savoir où j'en étais vraiment. Et franchement, il était temps. C'est vrai que quand on est malade, on est à un niveau de vertu qui ressemble à aucune autre chose. Encore vos phrases toutes faites? Mais j'aime bien ça. J'aime bien. Vous qui aimez les phrases toutes faites, j'en ai une très jolie. Ça bouge quand même énormément, non? Eh oui, il y a du vent, mais n'ayez pas peur. Vous êtes entre ses mains. J'en connais une très jolie. C'est... Auriez-vous la gentillesse de me donner un billet pour un aller simple à Lourdes, demanda le cul-de-jatte. Parce que je pense que je ferai le retour à pied. En tout cas, si j'y arrive, je rentre à pied, moi. Mais là, vous mélangez tout, là. Pas du tout. Vous savez, la première invention de Dieu, ce que c'était? Non. Le mélange de genres. C'est énorme. Pardon? C'est énorme. Vous pensez qu'il va falloir rester longtemps à Lourdes? Oh, le temps que vous arriviez à les convaincre. Dites-moi, je me suis toujours posé une question. Vous qui êtes dans le spectacle, peut-être vous allez pouvoir me répondre. Pourquoi le cinéma américain marche tellement bien et que le cinéma français marche si mal? C'est normal, toujours. C'est normal. Eh bien, c'est que le cinéma américain, il raconterait des toutes petites histoires avec des énormes moyens, et que le cinéma français, il raconte des immenses et des très grandes histoires avec des tout petits moyens. Ah bon? Et alors, on n'est pas capable d'écrire des grandes histoires et des grands moyens? On devrait l'être. Ah bah, c'est ce qu'il faut faire. C'est normal que ça bouge. Dans le vent, ça bouge toujours un peu. Mais là, il n'y a pas de problème, hein, n'ayez pas crainte. Hein. On est déjà un peu entre ses mains. Vous êtes extrêmement rassurant. Ben, à défaut d'être rassuré... On est obligé d'aimer son conducteur. J'ai pas énormément d'efforts à faire, vous connaissez votre charisme. Je vous dis pas ça, le prenez pas mal. Mais j'avais un peu l'impression que vous étiez malade. C'est drôle, hein? Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Que je voulais vous poser à propos de cette séquence, enfin, il y en a plusieurs, mais la première, vous y avez partiellement répondu. Alors, je vais peut-être un peu la changer. C'était la question entre les personnages et les acteurs. Hein. Comment vous choisissez? Est-ce que ce sont les acteurs qui vous inspirent des personnages, ou est-ce que vous développez des personnages en fonction des acteurs et des actrices qui se trouvent sur le tournage? Vous y avez déjà répondu, mais si on prend un cas comme Homme-Femme, Mode d'Emploi, au départ, j'imagine qu'il y a quand même un scénario, et il y a la figure de Bernard Tapie qui a beaucoup de caractéristiques, on sent que c'est sa personnalité, c'est un homme d'affaires, entrepreneur. C'est très beau quand il lui dit vous connaissez votre charisme, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Donc peut-être juste, avec cet exemple particulier, quel est le lien entre ce que vous aviez écrit et ce qui s'est passé au tournage? Alors, j'avais très envie de faire tourner Bernard Tapie, qui est pour moi un acteur né. Je veux dire, on pense qu'il a même joué la comédie dans le ventre de sa mère. Je veux dire qu'il a passé sa vie à nous convaincre, à nous séduire. C'est un type brillantissime. Il avait un seul défaut, il prenait des raccourcis. Voilà. Et les raccourcis lui ont gâché la vie.
c'est le cas de le dire. Parce que... Mais c'est un des hommes les plus brillants que j'ai rencontrés, parce qu'il avait un esprit de synthèse incroyable. Un jour, je déjeunais avec Bernard Tapie, Johnny Hallyday, Belmondo et moi, on était... Et en me marrant, je dis, tiens, j'ai le sentiment de bouffer un peu avec la France du talent, et puis la France du système D. Et au bout de 5 minutes, Bernard expliquait à Belmondo comment il fallait jouer la comédie. Il expliquait à Johnny comment il fallait chanter, et à moi comment il fallait faire des films. Voilà. Et donc, si vous voulez, cet homme, je l'ai découvert avant tout le monde, parce qu'un jour, j'ai une salle de projection au Film 13, où tous les metteurs en scène du monde viennent présenter leurs films. Et un jour, Charles Gérard, qui travaille avec moi, me dit, tiens, il y a un mec qui s'appelle Bernard Tapie, qui voudrait louer la salle tous les jeudis pendant 1 an. Est-ce qu'on peut lui faire un prix? Bon, je dis, oui, pourquoi pas. Je dis, qu'est-ce qu'il passe comme film? Mais il passe pas de film. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, je sais pas. Il loue la salle. Mais et évidemment, un soir, je descends, et la salle était blindée, et ils vendaient des cartes bleues. Ils vendaient des cartes bleues, et il expliquait aux gens, d'une façon extraordinaire, qu'avec cette carte bleue, s'ils achetaient une voiture, un frigo, ils obtiendraient des prix, parce qu'il y aurait la quantité, etc. Mais alors ça, tout le monde nous l'explique, mais lui, avec un tel charme, avec un truc que, effectivement, sur les 100 personnes qui étaient dans la salle, après, il y avait une secrétaire, les 100 achetaient une carte bleue. Vous voyez, donc, j'avais jamais vu un camelot pareil. Voilà. Et donc, après, je suis allé le voir, j'ai dit bonjour, etc. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes là? Il me dit, parce que Claude Lelouch, c'est une très bonne image. Et, quand je les invite chez Claude Lelouch, ils viennent. Donc il a le courage de me dire tout de suite, et puis on sympathise, etc. Et moi je le trouve formidable, et je lui dis, écoutez, c'est drôle, je commence un film qui s'appelle L'aventure, c'est l'aventure, j'aimerais bien vous engager dans le film. Je voulais lui faire jouer le rôle du frimeur que joue Aldo Machon. Et Bernard, qui commençait à rayonner dans les affaires, me dit, écoutez, vous avez besoin de moi pendant combien de temps? Je dis, je ferai au moins 6 semaines. Ah, il me dit, non, je peux pas, je peux vous donner 4 semaines. Donc c'est Aldo Machon qui a fait le rôle. Voilà. Et je savais qu'un jour, il fallait que je fasse tourner cet homme. Les acteurs sont des gens qui font semblant. Et c'est magnifique. Faire semblant, on est dans le jeu. Bernard, il ne fait jamais semblant. Et quand j'ai eu l'idée, quand Bernard, je suis allé le voir pour le faire tourner, il était dans le creux de la vague. À ce moment-là, il allait très très mal. Il était même à 2 doigts de faire de la prison, et donc je suis allé le chercher. D'ailleurs, il m'a remercié, il a pensé que ce film allait lui sauver la vie, et je lui ai dit, je vais te mettre en face de Lucchini, qui est un autre cinglé. Et j'avais envie, ce qui m'intéressait, c'était pas simplement Tapie, j'avais envie, je savais que les face-à-face entre Tapie et Lucchini seraient très photogéniques, parce qu'ils ont 2 univers. Il y en a un qui est rationnel, l'autre qui est irrationnel. Voilà. Et donc, le rationnel et l'irrationnel, c'est ce que j'aime le plus mélanger au cinéma. Parce que la vie, c'est un mélange de rationnel et d'irrationnel. Notre intelligence nous dit qu'on est mortel, et notre irrationnel nous dit qu'on est là pour toujours. Qui croire? S'il n'y avait pas l'irrationnel, l'idée de la mort serait tout à fait inacceptable. Je pense, moi, à titre personnel, que la mort est la plus belle invention de la vie. C'est comme les films trop longs, il faut savoir à un moment donné couper. Voilà. Et donc, à un moment donné, quand je prends Tapie et Lucchini, j'engage les 2 en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que face à Tapie, qu'est-ce qu'on peut mettre? Il a appris le métier d'acteur en 24 heures. Il est super doué. Le premier jour, il n'avait rien compris. Et le premier jour, donc le soir, je parle avec lui, je lui dis, tu sais, tu prends trop de place, etc. Il faut en laisser un peu aux autres. Et le lendemain, il est venu, et j'ai cru qu'il avait fait 10 ans d'études pendant la nuit. Vous voyez, le lendemain, il était devenu un immense comédien. Et j'ai pu m'amuser avec 2 comédiens qui venaient de 2 endroits différents, avec des univers totalement différents. Lucchini méprisait Tapie, vous voyez, et je me suis servi de ça. Je veux dire que Lucchini pensait être l'acteur des acteurs, et Tapie, sentant ça, me dit, tu vas voir ce que je vais lui mettre.
Et donc, pour un metteur en scène comme moi, c'est excitant. Je vais au-delà. Si vous voulez, moi, demain matin, vous me donnez un scénario avec des dialogues et des acteurs qui l'ont appris par cœur, je ne sers à rien. Si, je vais dire action et coupé. Voilà. Mais on ne dirige pas les grands acteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est là pour les doser. C'est très important, le dosage. C'est comme une ordonnance. Si vous donnez le bon médicament et la bonne prescription, vous êtes guéri. Si vous donnez trop, vous pouvez tuer le patient. Voilà, donc cette mise en scène, je la fais encore une... Je marche sur des œufs tout le temps. Il y a des acteurs que j'arrive pas à cerner, et où je sens il y a des acteurs qui veulent pas me faire cadeau de leur vie, vous voyez, voilà. Et donc moi j'ai besoin, c'est comme dans une histoire d'amour, on n'est pas là pour faire une affaire, vous voyez, je veux dire, on est là, donc voilà, donc si vous voulez, je sais pas comment je dirige les acteurs, mais en tous les cas, à un moment donné, j'arrive à trouver l'endroit qui fait qu'à un moment donné, ils sont bien ensemble, comme dans la vie. Et ça a été formidable d'ailleurs. À chaque fois, Lucchini, il était secoué. Il n'avait jamais eu un acteur qui lui tenait tête comme ça, vous voyez. Il y a la scène aussi dans une voiture sur le Pascal, oui. Sur le Paris de Pascal, oui. Qui est aussi passionnante. Oui, voilà. Il dit c'est énorme, voilà, c'est énorme ce que vous dites. Oui. Ben, on avait hésité entre les deux scènes. C'est tombé. Encore une fois, j'adore ce mélange de rationnel et d'irrationnel. Voilà, mon cinéma, c'est, si je devais le résumer, c'est que je mélange le rationnel et l'irrationnel. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que la musique est très importante dans mes films. Elle est importante parce que c'est elle qui parle le mieux à notre part d'irrationnel. La musique, elle parle à notre inconscient. Elle parle à ce qu'il y a de meilleur chez chacun de nous. Après avoir écouté un morceau de musique, on n'est jamais de mauvaise humeur. Si on écoute un discours d'un mec qui ne nous plaît pas, on peut... Vous voyez, les mots peuvent... L'intelligence a trop le sens des affaires. Le rationnel, la parole. La musique, non. Elle est toujours rassurante. Et elle parle à ce qu'il y a de meilleur chez chacun d'entre nous. Elle développe, voilà. Et donc, moi, j'utilise la musique parce qu'à un moment donné, j'ai besoin que les spectateurs ne raisonnent plus. J'ai envie qu'on décolle et qu'on écoute plus notre cœur que notre cerveau. Voilà, parce que notre cerveau, il est trop malin. Il a toutes les clés. C'est lui le patron, c'est un dictateur. Vous voyez, le cœur, c'est la démocratie. Donc c'est un mélange entre un part de rationnel. Cette lutte entre le cœur et le cerveau qui est permanente. Et c'est le cœur qui aura le dernier mot, puisque c'est lui qui décide du stop. Vous voyez. Mais c'est vrai que pendant toute notre vie, le cerveau la ramène. Vous voyez. Et puis il nous dit il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut faire ci, il faut faire ça. Le cœur, non, lui, quand il augmente les battements et qu'il les réduit, c'est pour des bonnes raisons. C'est lui qui détient la vérité. Et j'essaye, avec mes films, de plus parler au cœur des gens qu'à leur cerveau. C'est pour ça que j'ai eu des petits problèmes avec la critique. C'est pour ça que beaucoup de films finissent en musique. On reste sur une émotion très forte. Peut-être juste avant la dernière séquence, je voulais encore parler... c'est très intéressant, vous dites des choses, vous faites dire à vos personnages des choses sur le cinéma, ici le cinéma américain et le cinéma français. Est-ce que cette distinction elle est encore opérante pour vous aujourd'hui? Des petites histoires avec des grands moyens et des énormes histoires avec des petits moyens. Et puis il y a un autre film dans 1+1 où il y a une discussion sur le cinéma dans un cockpit avec des pilotes d'avion, où là, il y a un réalisateur qui dit qu'il fait des films de festival et que les films de festival sont souvent chiants. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. Alors, les festivals, c'est formidable parce que grâce aux festivals, on voit les plus beaux films du monde, qu'on le veuille ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que ces plus beaux films du monde, ils sont des fois pas accessibles. Le jour, j'étais devant le cinéma Balzac à Paris, qui est un cinéma d'art et essai, où on passe que des films de festival. Et à un moment donné, il y avait un groupe de mômes comme ça qui était là. Moi, j'allais pour voir une séance, et puis ils étaient 5 ou 6 comme ça. Ils disaient non, pas dans ce cinéma, il y a que des films de festival, on va se faire chier. Voilà. Ils ont à la fois raison, ils ont à la fois tort. Pour moi, s'il n'y avait pas eu le Festival de Cannes, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc je dois tout au Festival de Cannes,
qui a eu le culot de passer le film d'un cinéaste amateur qui a fait le tour du monde grâce au Festival de Cannes. Donc il faut faire la part des choses, encore une fois. Mais c'est vrai que le cinéma populaire a des vertus formidables. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai combattu toute ma vie les extrêmes et les excès. Et mes films sont des films du milieu. J'essaye de faire des films d'auteur populaires. Voilà. Il n'y a rien de plus difficile. Il n'y a rien de plus difficile que de dire des choses qu'on ressent profondément sans être chiant. Non, c'est réussi en tout cas. On passe à la prochaine séquence. On passe aux prochaines séquences. En fait, on a monté l'un à la suite de l'autre 2 courts extraits. Donc si jamais la somme fait un peu plus de 5 minutes, il nous semblait que c'était 2 extraits qui se répondaient, qui se complétaient, puisque c'est donc le film que vous veniez d'évoquer, hein, Un homme et une femme, le film culte par excellence, en 1966, qui est sorti en 66, et puis 1+1, il y a comme une réduction dans le titre d'ailleurs, qui lui date de 2015 et a été tourné en Inde. Et dans les 2 cas, c'est des scènes de discussion-séduction, où le cinéma est mis en abîme, alors soit dans la discussion, soit à travers ou par le jeu des acteurs qui sont dans l'imitation, hein, dans l'un l'autre. Donc on voulait vous montrer ces 2 séquences couplées, et puis justement ensuite que vous commentiez un peu le dosage, pour reprendre votre expression, de ces 2 couples d'acteurs que sont Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant d'une part, et ensuite Jean Dujardin et Elsa Zilberstein. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux? Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien. Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal? Pourquoi pas? Elle a décollé. L'avion a décollé. Vous devez rasser, monsieur? Oui, je vous en prie. Merci. Madame aussi? Oui, merci. Pourquoi vous coupez vos cigarettes? Pour fumer moins. Ah bah, vous voyez en fumer, non moins. C'est vrai. Mais Antoine me l'a dit déjà. Mais dites-moi, vous avez jamais pensé à être comédienne, vous aussi? Oui, mais vous savez, ça m'aurait ennuyée. Pourquoi? Je sais pas, parce que... il faut un peu... faut pas trop... je sais pas, il faut... C'est pas tellement difficile quand même de jouer la comédie, non? C'est pas plus difficile que d'être script ou monteuse finalement, non? Ah oui? Je crois, je sais pas, moi je connais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, parce que vous êtes spectateur, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, moi je crois que c'est pas tellement difficile sans les... C'est pas une question de que ça soit difficile ou pas, quoi. C'est chacun son métier, non? Non, mais quand on a un bon physique, je sais pas, moi je crois que c'est pas difficile de jouer la comédie. C'est le metteur en scène qui fait le film, non, je crois. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas été acteur? Vous avez un bon physique. Non, parce que moi c'est pas, je sais pas, j'y ai jamais pensé, mais enfin si j'avais travaillé dans le cinéma plutôt que d'être technicien, je sais pas, j'aurais peut-être préféré être acteur. Non, moi je dois dire, je suis ravie de faire le métier que je fais. Non, ça m'aurait pas ennuyé d'être actrice. Plus sérieux d'être technicien, c'est un vrai métier. C'est pas une question de plus sérieux, c'est peut-être plus vrai. Oui. Il y a des tas de questions, vous savez, moi j'aime beaucoup, je vais très souvent au cinéma. Il y a des tas de questions que je voudrais vous poser. Mais vous connaissez très très bien, vous, dans le cinéma. Non, je connais comme tout le monde, enfin, je connais vaguement, je lis quelques revues de cinéma, je connais comme ça, quoi. Oui, mais vous savez, moi, c'est pas que je fais du cinéma depuis tellement longtemps que j'ai pas tellement travaillé avec les anciens. Ah oui. Dites-moi encore sur des acteurs ou des actrices comme ça. Mais ça vous intéresse tellement. Oui, ça m'intéresse. Vous lisez quoi là? Je lis 1+1. C'est un livre sur l'humanité. C'est comment un homme et une femme, comment Adam et Ève, comment
la rencontre a fait qu'on est 7 milliards sur la Terre. Voilà. Et c'est un livre sur la réflexion, la patience, le jeûne. C'est les grandes vertus de la vie, comment on est dans... Vous avez l'air d'y croire à ces conneries. Hein. C'est pas grave, hein, vous pouvez rester à côté de vous-même toute votre vie, hein, c'est pas grave. Ne pas vous connaître, vous mentir à vous-même toute votre vie, hein, c'est bien. Là, je suis à côté de moi-même. Ah bah complètement. Il y a moi-même et ma personne. Voilà. Je sais pas qui vous êtes, hein, moi. Vous êtes tout le temps en train de vous marrer, de faire le con. Moi non plus, je sais pas qui vous êtes. Ah ouais? Un plus une, en fait, c'est... Qu'est-ce que vous faites là? Je prends votre place. Ah oui, d'accord. Bah alors, allez-y. Alors, c'est comment d'être moi? Allez-y. Mais vous vous vexez pas, hein? Non, allez-y. Ok, alors moi, je vais faire vous. Ça... Oui, mais moi, je vais être vous. D'accord. D'accord. Je suis Anna, vous êtes Antoine. Non, moi, je suis Antoine. D'accord. Alors, je mets votre casquette. Oui, bah, je prends votre bouquin. Me redresser un petit peu, quand même. Ouais, vous êtes un peu affalé, vous. Ouais, toujours oui, un peu comme ça, rien à foutre de la vie, quoi. À côté, rien à foutre de tout. À côté, tout m'emmerde. En ambassadrice. Moi, à côté, tout m'emmerde. Oh, c'est un plus une, en fait. C'est une histoire. C'est plus qu'une histoire, en fait. C'est un film sur. En fait, c'est un livre qui est plus une expérience, finalement, sur l'altruisme et le vivre ensemble. Je parle pas du tout. Si, c'est un petit peu. J'ai pas tué ça. On y va, on le fait. Ok, d'accord. C'est un livre en fait qui parle. C'est très intéressant parce qu'en fait, il parle d'un groupe, tout un groupe en fait, de gens qui sont d'une différente nationalité et qui décident de jeûner tous ensemble. En fait, afin de trouver un langage commun, celui du cœur. Et ça fait quoi un boomerang? Ça revient ou ça revient pas? On s'en fout ce qui fait le boomerang. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous avez 8 ans d'âge mental, qu'est-ce qui fait le boomerang? Qui revient ou qui revient pas? Et les hirondelles, vos hirondelles, là, vos questions de merde. Les hirondelles, avant que les PTT inventent le téléphone, qu'est-ce qu'elles faisaient, les hirondelles? Vous savez quoi? Je crois que vous êtes vexé parce que vous venez de vous voir. Mais pas du tout, je trouve c'est grotesque comme vous venez. Et vous venez de vous entendre et ça vous fait un choc. C'est grotesque que vous faites. Ça vous fait un choc. Pas du tout. Alors, on a compris, vous aviez dit au début, à partir de la séquence de Tout ça pour ça, que apparemment vous ne donniez pas forcément le scénario à vos acteurs, c'est plutôt une affaire au jour le jour. Mais là, on a l'impression, alors c'est peut-être surtout dans le deuxième duo avec Dujardin et Zilberstein, qu'ils sont presque dans la surenchère, qu'ils essayent de se surprendre eux-mêmes. Est-ce que dans le cas de ce deuxième tournage, ça s'est passé comme ça? Encore une fois, je suis très proche de mes comédiens. J'ai du mal à diriger des comédiens avec qui j'ai pas déjeuné, avec qui j'ai pas déconné, avec qui... la vraie direction d'acteur, elle commence dans la relation qu'on a avec certains comédiens, qui fait qu'à un moment donné, on les connaît un peu mieux. C'est parce que j'ai fait le tour du monde avec Belmondo, qu'on a déconné, qu'on a fait des conneries ensemble, que j'arrive à lui faire des trucs, pareil avec Jean. Et Jean, pendant tout le tournage, taquinait Elsa. Oui, je sentais qu'elle l'agaçait de temps en temps. Et c'était touchant, bouleversant, etc. Je dis, je vais faire une séquence là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette scène, elle n'est pas dans le scénario. Celle-là, elle vient de ce que je vois sur le plateau, de la relation qu'il y a entre Jean et Elsa, qui s'admirent tous les deux, mais pour des raisons différentes. Je sens que Elsa a envie que Jean la séduise, et Jean, il n'a pas envie d'être séduit par Elsa. Et moi, je me sers de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis un voyou. Un metteur en scène, on est tordu. Sinon, on ne ferait pas ce métier. On joue avec la fiction, mais avec la réalité. À un moment donné, quand je leur ai proposé cette séquence, ils étaient fous de joie. Ils étaient fous de joie. Jean et elle, vous voyez, d'un seul coup, ils ont osé, avec une caméra qui tourne, se dire des choses qu'ils n'auraient pas osé se dire le soir à table. Voilà. Donc, j'adore quand mes films font l'école buissonnière. Vous voyez, j'adore quand les personnages, quand Belmondo et Anconina font la scène des bonjours dans Itinéraire, ce jour-là, ils sont de bonne humeur. Ils ont envie de déconner. Vous voyez, on a tourné toute la journée des scènes importantes qui sont réussies. Et le soir, je les sens tellement heureux d'avoir tourné, je tente cette scène. Je tente cette scène qui, elle aussi, n'était pas dans le scénario. Quand on dit Girardot obtient son César pour Les Misérables, et qu'elle fait cette scène extraordinaire face à Michel Bougenin, où
elle lui crache sa vie à la gueule. Ce jour-là, Girardot, elle a envie de tout sauf de tourner. Le matin, elle vient me voir, elle me dit « Claude, je suis dans la merde. On est dans le Jura. » Elle me dit « Sois gentil, mets une voiture à ma disposition. J'ai pas la tête à faire du cinéma aujourd'hui. Mon mec me trompe, j'ai un découvert à la banque, ma fille fait des conneries, ma mère est malade. » Et elle me supplie de rentrer sur Paris. Moi, je lui dis « Écoute, laisse-moi le temps de trouver une voiture, et puis on fait une prise, et puis tu te casses. » C'est parce qu'elle a envie de partir qu'elle fait la plus belle prise qu'elle a jamais fait de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la mise en scène, on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas ce qui fait qu'à un moment donné, un acteur va être autre chose qu'un acteur. Les acteurs passent leur temps à faire semblant. C'est magnifique. C'est comme les gosses dans une cour de récréation, la fameuse cour de récréation. Et puis à un moment donné, j'essaie qu'ils fassent plus semblant. C'est à ce moment-là que je les gaule. C'est à ce moment-là que je suis heureux. Quand mes acteurs cessent de faire semblant, je suis le metteur en scène le plus heureux du monde. Et j'arrive de temps en temps à ce qu'ils fassent plus semblant. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que je les pousse, à un moment donné, puis à un moment donné, je sens que c'est le moment de marquer un penalty, de faire un tir au but. Voilà. C'est pour ça que ce métier de mise en scène, je me lasserai jamais. Je fais joujou avec la vie, comme la vie, je fais joujou avec moi. Quand j'ai un accident de voiture, quand je suis dans la merde, quand un de mes films ne marche pas, il y a un autre metteur en scène qui a joué avec moi et qui me provoque. Vous voyez? Je veux dire qu'on est tous... On a tous quelqu'un qui nous met en scène. Je ne sais pas, on est une centaine ou 200 dans cette salle. La vie joue avec vous. La vie, c'est votre metteur en scène. On a tous un metteur en scène qui nous dirige. Et le metteur en scène qui vous dirige, c'est la vie. C'est la vie qui, tout à l'heure, va faire que vous allez être enrhumé, que vous allez vous engueuler avec votre femme. C'est la vie qui déclenche tout ça. Et donc, moi, je joue, la vie joue avec moi, et moi, je joue avec mes acteurs. Je suis un stagiaire du bon Dieu. On passe aux questions. On avait encore une question, vous y avez déjà répondu. Alors, on va passer aux questions du public. Donc, je vais me lever. Voilà. Et donc, voilà. Je passerai le micro. Voilà, ça. Bonjour. Ça marche? Oui. Bravo et merci. C'est un honneur fou. Et il y a Monsieur Pérez qui nous permet d'avoir tout ça à Lausanne. C'est extraordinaire. J'avais 2 questions plus précises. Avez-vous des projets avec un acteur populaire, Richard Anconina, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un roman? C'est rare pour un acteur. On fait le lien avec tout à l'heure l'introduction. Et d'autre part, est-il prévu que vous fassiez, entre guillemets, quelque chose des images des obsèques de Johnny Hallyday? Merci. Alors écoutez, pour les images de Johnny, ça fait partie de... C'est mon journal intime. Je filme tout. J'ai un portable avec moi, je pourrais vous filmer. Et donc je peux dégainer à tout moment. Alors il y a les films pour moi, puis il y a les films pour le public. Et ces images, je les garde pour moi. Je les garde pour moi, puis je les ai données à la famille de Johnny. Mais ce n'étaient pas des images pour le public. Voilà, donc si vous voulez, il y a... Et puis toutes les images que je tourne ne sont pas géniales, hein. Donc c'est pas la peine de les montrer au public. Vous voyez, ce que j'essaie de montrer au public, c'est ce qui est le plus réussi, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Voilà. Donc je suis pas bon à tous les coups. Mais j'adore filmer, j'ai besoin de filmer. J'ai le sentiment d'être vivant. Voilà. Donc voilà. Et puis pour Anconina, vous vouliez savoir s'il y aura une suite. Alors écoutez, moi j'ai le sentiment d'avoir fait qu'un seul film, hein. Voilà. Là, je viens de faire un film qui s'appelle Finalement, et qui est la suite de La Bonne Année, de L'Aventure, c'est l'aventure, et des Misérables. Voilà. Donc, les gens qui iront voir ce film, j'espère qu'ils auront vu ces 3 films. Voilà, parce que ce film est une suite. J'ai envie aujourd'hui, à l'âge que j'ai, de finir mes histoires. J'ai eu la chance d'écrire tous mes films, donc je peux faire ce que je veux de mes personnages. Vous voyez, moi, comme je le disais tout à l'heure, je déteste les super-héros, ça n'existe pas. Et les super-salauds non plus, ça n'existe pas. J'adore filmer des gens qui ont les qualités de leurs défauts. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je dirais que les défauts sont vachement photogéniques. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est... Bon,
moi, je filme des gens que j'ai envie d'avoir pour amis ou des femmes que j'ai envie de prendre dans les bras. Vous voyez ? Mais tout passe par l'amour. Toutes les secondes qui ne sont pas consacrées à des choses qu'on aime sont des secondes perdues. Voilà. Et donc j'ai essayé de... Le patron de ma vie, c'est l'amour. Voilà. Dès que je tombe amoureux de quelque chose, de quelqu'un, d'un film, d'une histoire, et tout ce qu'on fait par amour, c'est facile. Voilà. Donc j'ai aucun mérite. Merci. D'autres questions ou commentaires? Oui. Bonsoir, merci d'être là. Je voulais savoir, en fait, comment vous gérez quand ça se passe pas comme vous l'auriez souhaité avec un acteur. Parce qu'on a l'impression que vous gérez tout super bien. Oui, pardon. Alors, ma question était, comment vous faites, comment vous gérez quand, parce que j'imagine que ça a dû vous arriver, quand vous vous, entre guillemets, plantez avec un acteur? Ça arrive. Ouais, mais j'imagine, ouais. Mais là, on imagine que vous ne vous trompez pas, mais... D'abord, je fais des essais. Je fais des essais, d'abord, Donc, quand je dis que je fais des essais, je pouffe avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne peux pas leur mettre une caméra. Donc... Je les rencontre, je discute avec eux, et c'est pendant ces discussions que je me dis c'est ma cam ou c'est pas ma cam. Il y a des gens avec qui ça se passe un peu mieux que d'autres. Vous savez, la seule partie de notre corps qui ne ment pas, c'est les yeux. C'est les yeux. Donc j'ai besoin de déjeuner avec eux, de sortir avec eux, d'aller voir un film, d'aller au théâtre, de vivre avec eux. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir appuyer sur certains boutons qui fait qu'il se passera un petit truc en plus et qui seront... Un metteur en scène, c'est quoi? C'est un coach. Moi, je suis un coach. Pour moi, les acteurs sont des athlètes de très haut niveau. Et je suis là pour leur faire battre des records. Ce que j'adore, c'est quand on me dit ah, Belmondo n'a jamais été aussi bien, Trintignant n'a jamais été aussi bien, ah, Lino Ventura n'a jamais été... Bon. Quand on me dit Annie Girardot n'a jamais été aussi bien... Donc, quand j'ai le sentiment de leur avoir fait battre un record, ils sont tous bons, les bons acteurs, ils sont bons. J'ai jamais vu Belmondo mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de temps en temps, il peut être un peu meilleur. Il peut aller encore un peu plus haut. Voilà. Donc, si vous voulez... Voilà comment je travaille. Alors, sur un plateau, il arrive à un moment donné que j'ai des petites déceptions. Je dis... Bon, bah dans ce cas-là, je calme le jeu avec cette personne et puis avec un autre qui marche bien, j'augmente un peu. Vous voyez, c'est comme les gens que j'aime, je les vois un peu plus souvent que ceux que j'aime pas, quoi. Voilà. Hein, c'est aussi simple que ça. Je veux dire que le metteur en scène de ma vie, c'est la vie. Je fais comme ça. Voilà, je me laisse constamment porter par le présent. Je veux dire que j'improvise en permanence ma vie. Et sur un plateau, le pire n'est jamais décevant. Le pire n'est jamais décevant. Mais il faut le repérer. Et puis il y a le montage. Pour moi, en finale, je peux couper. Vous voyez ce que je veux dire? Les acteurs ne sont jamais mauvais dans mes films, parce que quand ils sont mauvais, je les coupe. Donc ils sont forcément, ce qui reste, c'est bon. Mais ils ont été de temps en temps à côté de la plaque où ils ne sont pas à 100% dans le film, et puis ils ont des emmerdes. Et puis, vous savez, les acteurs, ils viennent sur votre plateau, ils arrivent avec des valises, les valises de leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas simplement des enfants, mais ils ont des valises. Et ces valises, elles sont des fois très lourdes, très très lourdes, et elles empêchent l'acteur d'être à 100% avec vous. Donc c'est aussi ça relève du miracle. Un film, c'est un miracle. Et surtout un film qui marche. Philippe Chambon, ex-ingénieur Nagra, aujourd'hui en pré-retraite. Un grand merci, vraiment un grand merci, parce que c'est toujours un immense plaisir, ici, un immense plaisir de visionner vos œuvres. À chaque fois, c'est fantastique. Un autre grand merci de prêter une grande attention à la restauration de vos œuvres et de pouvoir nous fournir
sur du support de qualité vos films. Il y a un superbe coffret de 50 films qui est sorti il y a quelques mois. Merci. Alors la question. Vous parliez de mémoire et puis de montage. Alors moi, dans ma petite mémoire, j'ai fait un montage sur la réponse que vous avez faite à un journaliste sur les échecs que vous avez pu avoir, ce que vous en avez tiré, et l'application de ces échecs que vous avez pu avoir dans vos films, et surtout dans le dernier film où vous aviez répondu que vous aviez pris l'ensemble des petites choses qui n'allaient pas sur l'ensemble de vos films pour appliquer ces corrections dans votre tout dernier film que j'attends avec grande impatience. Alors, la question à la con, c'est quel est votre plus mauvais film pour vous? Pourquoi? Je suis désolé de vous rappeler peut-être des mauvais souvenirs. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Parce que c'est rare des gens qui ont une aussi grande honnêteté et franchise. C'est exceptionnel de répondre de cette façon-là. Peut-être quelques anecdotes. Non, mais l'échec est la plus grande école du monde, la plus grande université. J'ai tout appris de ce que j'ai raté. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. C'est tout ce qui m'a fait mal qui m'a fait du bien. Ce sont toutes les grandes catastrophes de l'humanité qui ont permis de faire des progrès. Je veux dire que tout ce qui nous fait du mal, mon dernier film, finalement, il y a un sous-titre, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Je le pense vraiment, même si sur le moment, ça fait très mal. Et plus ça fait mal, plus ça risque de vous faire du bien. Sauf si ça vous tue, bien sûr. Voilà, hein. Et donc, si vous voulez, j'ai plus progressé derrière mes échecs que derrière mes succès. Succès, ça rend un peu con. Vous voyez, puis on a la grosse tête, tout ça, il faut faire chier. Mais l'échec, c'est formidable. Si vous plaidez coupable, si vous dites c'est pas de ma faute, vous ne progressez pas. C'est comme dans la vie. Si vous dites c'est pas de ma faute, les gens qui disent c'est pas de ma faute, ils peuvent rien réussir. Vous voyez, il faut avoir la lucidité de ce qu'on a raté. Mes films qui n'ont pas marché, ils ne sont pas ratés, mais ils sont prétentieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne donne pas d'explication. Il faut avoir la courtoisie d'expliquer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Demain matin, je peux faire un film que pour Claude Lelouch, parce que je sais tellement de choses. Mais le public ne sait pas tout ce que je sais sur le plan cinéma, je parle. Hein, voilà. Donc, il y a une élégance qui fait que le deuxième degré, le troisième degré, le quatrième degré, c'est génial si vous avez réussi le premier degré. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, j'ai raté le premier degré. Et le premier degré, c'est le plus important. Si vous avez réussi le premier degré, vous avez droit au deuxième. Et si vous avez réussi le deuxième, au troisième, c'est comme... Voilà. Et donc, des fois, j'ai directement attaqué le deuxième et le troisième degré en se disant... parce que je pense qu'après un tel succès... Non. Il faut à chaque fois respecter le premier degré. C'est comme une maison. Si les fondations ne sont pas réussies, vous ne pouvez pas la grimper, votre maison. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, j'ai plus appris de mes échecs que de mes succès. Et j'ai souffert. Hein, parce que quand personne vient vous voir, quand le public vous fait cocu, c'est terrible. Hein, voilà. Et à chaque fois que je fais un film, c'est parce que je vous donne rendez-vous. On ne fait pas des films pour soi. C'est impossible. Donc on fait toujours des films pour les autres. On a envie de partager avec les autres des trucs qu'on croit avoir vus et qu'ils n'ont pas vus. On ne sait pas. Mais moi, il y a un métier que je n'aurais pas pu faire, c'est espion. Le secret, je ne sais pas garder un secret. Si vous me dites, je vais dire un truc qu'il ne faut pas... Non, pas moi. Moi, je répète tout. Vous voyez, je répète tout, et surtout ce que j'aime. Vous voyez. Et donc, quand je vois des choses, quand je ressens des choses, j'ai envie de les partager avec ma femme, avec mes enfants, et surtout avec le public. Et donc, des fois, j'ai fait preuve un peu de prétention en me disant, j'ai pas besoin du premier degré, qui est chiant. Qui est chiant au premier degré, parce que lui, il veut tout savoir. Vous voyez, il ne vous laisse aucune place, il est cartésien. Mais quand vous avez réussi le premier degré, vous pouvez tout faire.
tout faire. Et c'est vrai que tous mes films où le premier degré a été réussi ont marché. Je crois qu'il y a une question derrière, au fond de la salle. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu ici à l'Université de Lausanne. Et deuxième, ce serait une question en lien avec votre court-métrage de 1976, C'était un rendez-vous. Ça va peut-être paraître un peu bateau comme question, mais pourquoi avoir réalisé ce court-métrage? Alors, là, c'est le film qui me ressemble le plus. J'adore tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit, il y a des parfums formidables. Voilà. J'aime pas les règlements. J'aime la vitesse. J'adore Paris. Il me restait 300 mètres de pellicule après avoir tourné, si c'était à refaire. Oui, si c'était à refaire, de neuf. Il me restait 300 mètres, et en général, on rend la pellicule. Et ce jour-là, j'avais l'idée, depuis... Je voulais traverser Paris. Toute ma vie, j'ai eu envie de traverser Paris à 200 à l'heure. Je dis, c'est la plus belle ville du monde, mais si on la traverse à 200 à l'heure, elle va être encore plus belle. On va... Voilà, et voilà. Donc c'est l'histoire d'un mec qui est en retard à un rendez-vous amoureux, et quand on est amoureux, on prend des risques. Moi, je déteste arriver en retard. Je déteste les gens qui arrivent en retard. Je déteste. C'est une façon de dire aux gens, je ne suis pas content de vous voir. Et puis quand vous arrivez en avance à un rendez-vous, c'est une façon de dire, je suis content de vous voir. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est une métaphore, ce film. Il y a plein de degrés. C'est à la fois le film dont je suis le plus fier et dont j'ai le plus honte. Pendant 10 minutes, je montre tout ce qu'il ne faut pas faire au volant d'une voiture. Voilà. Donc, ce film a ses fans. C'est aujourd'hui sûrement un de mes films les plus vus au monde. Sur les réseaux sociaux, partout en Chine, en Inde, au Japon. Dès que j'arrive, on parle de ce film. Je crois que je suis plus connu à cause de ce film qu'à cause d'un homme et une femme. Voilà. Mais tout simplement parce que ce film, il est au cœur de tout. Il y a ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Il y a les interdits, il y a tout. Et en plus, c'est un film sans trucage. Les 18 feux rouges, c'est des vrais feux rouges. Vous voyez, les stops, c'est des vrais stops. Les sens interdits, c'est des vrais sens interdits. Ça reste à ce jour la cascade de cinéma, c'est une cascade sans trucage. On n'a pas accéléré la caméra. Voilà. Donc, si vous voulez, il est très critiquable, ce film, puisqu'il y a tout ce qu'il ne faut pas faire au volant d'une voiture, et puis il y a tout ce qu'il faut faire si on veut s'amuser. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Ensuite, à 6h30. Ah. Bonsoir, monsieur Lelouch. J'aurais une question ou une question et demie sur le film La Bonne Année. J'ai vu sur le générique, en regardant le film il y a quelques jours, que vous étiez aussi opérateur caméra sur ce film. Et puis je me demandais si c'était récurrent chez vous. Et puis, je trouve que c'est assez inhabituel. Il y a beaucoup de réalisateurs qui restent assis sur leur siège et qui crient juste action. Et puis je me demandais si vous pouviez en parler. Et puis il y a une séquence qui est assez incroyable à la fin du film, qui est sauf erreur filmée par hélicoptère, qui dure très longtemps sur tout le bord de mer de Cannes et qui finit dans un bateau. Et je me demandais si c'était du coup vous aussi qui avez tourné cette séquence. Oui, c'est moi qui tournais. Bon, j'ai commencé comme caméraman d'actualité. Quand vous êtes caméraman d'actualité, vous avez donc j'ai fait d'abord le tour du monde. Je suis allé filmer des guerres, des pays, des choses comme ça. Et ce que je vois derrière la caméra, c'est pas ce qu'on voit à côté. Je veux dire que, à part les comédiens qui jouent dans leur propre film, et c'est normal qu'ils aient un caméraman, pour moi, j'ai créé à Beaune une école de cinéma. Enfin, j'aime pas le mot école. Un endroit. J'ai des apprentis qui regardent comment on fait un film. Et c'est en regardant et en volant les choses qui nous plaisent qu'ils apprennent ce métier. Moi, je l'ai appris en 3 semaines en étant stagiaire sur un film de Léo Jouenon. Et donc, si vous voulez, un peintre, s'il faisait tenir son pinceau par quelqu'un d'autre, ça vous paraîtrait absurde. Eh bien, le cœur même du cinéma, c'est la caméra. Je veux dire que l'acteur le plus difficile à diriger, c'est la caméra. Quand j'ai assisté au tournage de Campas et Cigogne en 1957 à Moscou, sur le tournage de Campas et Cigogne, le film de Kalatozov, j'étais caméraman d'actualité et je faisais un film sur Moscou avec une caméra cachée.
Et puis, ce jour-là, Kalatozov, qui parlait 2-3 mots de français, m'a pris en sympathie et il m'a laissé faire le making-of du tournage. Et il y avait une scène extraordinaire avec un escalier qui avait été construit, un couple qui monte l'escalier, et la caméra monte dans l'escalier avec le couple. Et ce jour-là, j'ai dit, qui est l'acteur principal? L'acteur ou la caméra? Et ce jour-là, j'ai su que l'acteur principal, c'était la caméra. D'abord parce qu'elle a tourné dans tous les films, elle est dans tous les plans, et elle est invisible. Donc j'ai dit, tant que je ne saurais pas diriger cet acteur, je ne ferai pas ce métier. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de tendresse pour les metteurs en scène qui sont derrière leur caméra. Parce que la caméra est un microscope. C'est un microscope formidable. On ne voit pas pareil à travers un 300 mm avec nos yeux qui... nos yeux, c'est à peu près l'équivalent d'un 18 mm. Bon. Donc, si vous voulez, j'ai très vite pris conscience que la caméra était un microscope, et que c'est ce microscope qui allait me permettre. Bon. Aujourd'hui, quand je tourne, je suis passé à autre chose. La spontanéité m'intéresse plus. Bon, aujourd'hui, je tourne avec 3 à 4 caméras. J'aime bien rien rater. Mais il y a toujours 2 caméras qui filment les yeux des comédiens, puisque la vérité se trouve dans les yeux. Voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui, c'est plus facile pour les metteurs en scène, parce qu'ils reçoivent sur leur combo l'image qu'on voit à travers la caméra. Donc je comprends qu'aujourd'hui, c'est un grand progrès pour tous les metteurs en scène du monde d'être derrière leur combo. Mais en même temps, derrière leur combo, ils ne sont pas avec leurs acteurs. Moi, je ne suis jamais derrière le combo. Je suis derrière une des caméras, puis je suis sur le plateau parce que je ressouffle des trucs pendant le tournage. Moi, je continue à faire des dialogues, puisque je suis auteur du film, donc j'en profite. Je ne suis pas là pour respecter l'adaptation de quelqu'un. Si demain matin, je devais faire Autant n'emporte le vent, je respecterais les dialogues de l'auteur. Mais ce n'est pas le cas. Moi, j'ai pris la liberté d'écrire mes propres histoires, donc elles peuvent être modifiées en permanence et surtout s'améliorer en permanence. Voilà. Donc je suis plus confortable derrière ma caméra, effectivement, et je pense que c'est le pinceau du cinéaste. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir posé cette question sur la technique, parce que c'est vrai que les extraits qu'on a montrés rendent pas hommage aux nombreux mouvements de caméra et tout votre cinéma. Et puis surtout, on n'a pas parlé de musique, mais c'est pour ça que vous êtes notamment invité pour les rencontres du 7e art. Mais demain, à 14h, dans la grande salle flambante neuve du Capitole, il y aura la projection des uns des autres. Et ensuite, il y aura une discussion avec vous, animée par Frédéric Maire, le directeur de la Cinémathèque suisse. Et là, la question de la musique sera abordée et il reste encore des places. Il restait encore, en tout cas. Il y a quelques heures, quelques places. Voilà, merci beaucoup, Claude Lelouch. Merci. Et merci à vous.